Le premier invité de ce Smart Impact, c'est Grégory Lebourg. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes directeur environnemental monde d'OVH Cloud. Tiens, directeur environnemental monde, je vous avoue que je me suis demandé ce que ça regroupait. Quelle est votre mission au sein d'OVH Cloud ? La mission est assez simple, en fait, c'est d'abord de quantifier l'impact environnemental de nos activités. Clairement, on peut régler un problème que si on le mesure de manière fine et précise. Donc, il y a un gros travail, en fait, de ce qu'on appelle le reporting, pour être capable d'analyser sous tous les fronts, puisqu'en fait, l'impact environnemental d'une activité, elle est profondément multicritère. Donc, ça va être l'usage de l'eau, l'usage des ressources naturelles, l'usage de l'énergie, et de quantifier le plus précisément possible l'activité d'OVH Cloud au bord de son activité mondiale. Puis après, bien sûr, l'idée, c'est de réduire cet impact environnemental, donc de définir une politique avec des trajectoires à court terme ou moyen terme, où on va effectivement réduire l'impact environnemental de l'activité cloud. Et donc, c'est de le transformer en programme précis, en fait, en projet très précis. Ouais. Avec un outil qui s'appelle l'Impact Tracker environnemental. Comment ça fonctionne ? C'est quoi cet Impact Tracker ? Alors cet outil, en fait, c'est la deuxième génération qui fait suite en fait, au lancement d'un outil qu'on avait appelé la calculatrice carbone. Donc on a lancé il y a à peu près 2 ans. On parle souvent en fait, de l'empreinte carbone des activités. Donc là, on est vraiment sur ce champ-là. Donc les émissions de gaz à effet de serre aux bornes de l'entreprise. Mais finalement, ces chiffres macro aux bornes de l'activité de l'entreprise sont assez abscons pour le client. Ce que le client veut savoir, c'est globalement l'usage des services cloud que j'ai souscrits, que ce soit des capacités de calcul, des capacités de stockage, quel est l'impact réellement, mensuellement, annuellement. Donc l'idée est de dériver ces gros chiffres à l'échelle des services utilisés par un client. Donc c'est plus fin, si je C'est comprends beaucoup bien. plus fin. C'est beaucoup plus fin et c'est très intuitu personné. C'est vraiment fonction des services qui ont été souscrits par les clients, de la fréquence avec laquelle ils les utilisent et du volume aussi de données qu'ils stockent, du volume de calcul qu'ils font. Donc c'est extrêmement précis. Et surtout, l'idée de l'impact tracker a été de faire évoluer cet outil pour le rendre justement multicritère. On s'est adressé à la mère des batailles, qui est le réchauffement climatique, en essayant d'objectiver les émissions de gaz à effet de serre. Mais il faut aussi traiter des sujets comme les ressources minérales, ce qu'on appelle les ressources abiotiques, non vivantes, donc les minerais, les métaux dont on a besoin dans notre industrie, mais également l'usage de l'eau. Ouais. Est-ce que ces critères-là, les minerais, l'eau par exemple, ils étaient déjà intégrés à la calculatrice carbone ou pas forcément ? Non, ils ne l'étaient pas. Et pourquoi ça se fait en 2 temps ? C'est parce qu'encore une fois, l'idée, c'est quand on sort un outil de diagnostic comme ça, il faut se poser des questions de fond méthodologiques pour qu'il soit le plus précis possible, le plus robuste d'un point de vue scientifique. Et ça demande beaucoup de travail. Donc il y a toute une phase de maturation scientifique, à la fois pour modéliser l'impact et le dériver à l'échelle des services, mais aussi faire appel à des bases de données, de facteurs d'impact, de facteurs. Il y avait les facteurs d'émission sur le front des gaz à effet de serre, eh bien il y a des facteurs d'impact sur les autres critères environnementaux et de s'assurer que ces bases sont les plus fiables possibles. Donc c'est clairement une demande de vos clients. C'est pour ça que vous avez upgradé la calculatrice précédente. Oui, c'est la conjonction de 2 facteurs. C'est d'abord la volonté de l'entreprise d'être extrêmement transparente. Ça, c'est vraiment dans l'ADN de l'entreprise d'avoir toujours été... Depuis le début ? Depuis le départ. C'est vraiment une marque de fabrique de l'entreprise depuis sa fondation il y a 25 ans. Et encore une fois, l'entreprise n'a pas entendu l'arrivée d'un directeur environnement pour se poser des questions de frugalité et de réduction de l'impact environnemental. Ça fait vraiment partie du travail de fond, en fait, et les choix technologiques de l'entreprise, notamment le fait de refroidir les serveurs à l'eau en boucle fermée, participe en fait de cet effort-là. On y reviendra là-dessus parce que l'enjeu de l'eau est très important. Voilà, il y a une cohérence d'ensemble vue de l'entreprise. Mais il y avait quand même une pression de vos clients aussi, c'est ce que j'ai compris tout à l'heure. C'est pas assez fin, je veux savoir ce que moi je consomme pour pouvoir l'intégrer et ce que je réduis pour pouvoir l'intégrer à mon propre bilan. Et ce qui montre aussi la maturité à laquelle on est confronté côté client qui vont se servir de ça. Alors, pour 2 raisons. Bien évidemment, ils ont besoin de données aussi pour leur reporting. En tant qu'entreprise, ils ont aussi besoin de savoir quel est l'impact environnemental de leur activité. Et la partie informatique, la partie IT au sens large, fait partie des choses qu'ils doivent mettre dans leur bilan d'impact. Donc, ils en ont besoin pour des raisons de reporting, mais aussi besoin pour des raisons d'action. Et c'est là où on rentre vraiment dans une phase très intéressante où les clients vont se saisir de ces résultats-là pour faire des arbitrages, choisir où mettre leur workload, ce qu'on appelle les workloads, donc où venir héberger leurs applications informatiques, voir aussi le type de service qu'ils doivent souscrire par rapport aux exigences d'applications dont ils ont besoin, de performance applicative. Et c'est vraiment très intéressant de les embarquer, encore une fois, en leur donnant des informations les plus fiables possibles pour qu'ils fassent ce travail-là. Avec un défi qui est général pour tout le secteur. Si on regarde l'impact carbone des data centers, on évalue à 2% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, 6 à 10% de la consommation mondiale d'électricité. Alors, il y a les efforts qui sont faits, on réduit effectivement et on pense, je pense, aussi différemment le design de ces centres de données, mais à côté de ça, on développe l'IA générative.
Donc, cette explosion de l'IA générative et de l'usage par les citoyens, hein, les consommateurs de l'IA générative, est-ce que ça annihile pas complètement les efforts faits par ailleurs? Alors, ce que vous écrivez là, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond, hein, bien évidemment. Je crois qu'aujourd'hui, il faut être un petit peu humble. On ne sait pas quelle sera la trajectoire. Il y a eu beaucoup de prospectives qui ont été mises et publiées, notamment par l'Agence internationale de l'énergie. Et si vous regardez le dernier rapport qu'ils ont émis en avril de cette année, on estime que l'augmentation d'ici 2030 sera de l'ordre de 500 TWh, donc d'énergie. Aujourd'hui, sur la partie, on va dire, data center au sens large, hein, le cloud au sens large, on est globalement à 480 TWh. Ça correspond un petit peu à la consommation de la France annuellement, hein, pour donner un peu une image. Mais cette même étude, il y a un an, disait qu'on serait à 2 fois plus. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'incertitudes dans ces trajectoires. Il y a beaucoup d'annonces effectivement de data centers, notamment de gros data centers pour caler ces modèles d'intelligence artificielle que vous mentionniez, qui sont dans les tuyaux. On ne sait pas lesquels vont vraiment se matérialiser, lesquels vont être vraiment financés, vont réaliser. Et puis il y a le progrès aussi de l'algorithmie, le progrès des plateformes, des performances du matériel que l'on met dans les data centers. Donc il y a aussi des leviers technologiques, que ce soit software ou hardware, qui vont permettre de réduire l'impact. Ouais, les data centers, les centres de données d'aujourd'hui, ils sont complètement, les nouveaux, hein, complètement différents de ceux qu'on construisait il y a 25 ans. C'est-à-dire à quel point ils sont plus économes. On va parler de l'eau dans un instant, mais déjà en matière de consommation d'énergie. Alors oui, ils sont plus économe. C'est un fait. Aujourd'hui, un des indicateurs que notre industrie regarde, c'est un indicateur d'efficacité, un peu un indicateur de rendement, comme un rendement de moteur, sauf que là, c'est un rendement inversé, c'est ce qu'on appelle le PUE, le Power Usage Effectiveness. Ouais. Ça, c'est le ratio entre l'énergie consommée par le data center divisé par l'énergie réellement utile, c'est-à-dire celle consommée par les serveurs. C'est un ratio au-dessus de 1. Et il est vrai que si on regarde les chiffres mondiaux il y a encore 10 ans, on était entre 1,8 et 2, donc très, très inefficace. Aujourd'hui, on est plutôt à 1,55 en moyenne mondiale. Par exemple, OVH, avec ses technologies de water cooling, est à 1,26. Donc on voit bien que certaines adoptions technologiques, notamment comme le refroidissement à l'eau, permettent d'aller gagner de l'efficacité. Et il se trouve qu'avec l'avènement de l'intelligence artificielle, on a à refroidir des systèmes qui sont très, très denses d'un point de vue énergétique, très énergivores. Et le refroidissement à l'air traditionnel des data centers, par salle climatisée, ne fonctionne plus. Donc on voit une adoption assez massive de ces technologies de refroidissement à l'eau, en circuit fermé, encore une fois. Et ça, c'est très très bien parce que ça va participer effectivement de l'optimisation globale du système. Comment ça marche, tiens, d'ailleurs, ce free cooling, pour reprendre le terme anglais? Alors l'idée, c'est d'abord de capturer en fait la chaleur là où elle est émise, donc à sa source. Donc on va avoir dans un serveur, globalement, une grosse partie de la chaleur est émise par le CPU ou le GPU, quand on parle notamment de plateformes pour l'intelligence artificielle. Donc là, on va mettre une sorte d'interface, de water block, c'est le terme anglais, qui va permettre en fait de faire circuler une petite boucle d'eau en circuit fermé, qui va venir par conduction capter les calories émises par ce processeur. Puis après, il y a le reste en fait des composants qui vont aussi chauffer. Et là, on met un flux d'air à travers le serveur qui va être récupéré à l'arrière de la baie qui héberge les serveurs pour être échangé de nouveau avec une deuxième boucle d'eau. Et finalement, c'est un fluide caloporteur, l'eau qu'on utilise, pour ramener toute cette énergie thermique à l'extérieur du bâtiment et après, soit la dissiper dans l'air ambiant, ou soit venir la revaloriser par interconnexion sur un réseau de chaleur fatale, par exemple. Mais alors justement, ces interconnexions, qu'est-ce qu'elles représentent aujourd'hui? Est-ce qu'on est à un pourcentage infime? Parce que là, il y a un potentiel de synergie entre les data centers et leur environnement qui est quand même assez génial. Oui, il y a un potentiel important. Et dans les faits, le raccordement au réseau de chaleur, par exemple, la valorisation de la chaleur fatale, comme on le dit dans notre industrie, est assez faible. Alors, il y a des contraintes réglementaires qui ont été mises en place, notamment par la Commission européenne, pour donner un certain nombre d'indicateurs, et notamment le taux de réemploi de chaleur fatale fait partie des indicateurs que l'on doit suivre dans la filière, et des objectifs aussi, dans certains États membres, pour augmenter ce taux de réemploi de chaleur fatale. Donc, déjà, il y a un cadre réglementaire qui va pousser la filière à y arriver. La grosse difficulté n'est pas la collecte de ces calories. La grosse difficulté est la température à laquelle on est capable d'échanger ces calories. C'est beaucoup d'énergie thermique, mais à une température très faible. Donc, dans un usage de réseau de chaleur, il faut augmenter cette consigne de température. Et donc, entre les deux, il faut mettre ce qu'on appelle une pompe à chaleur, qui est d'abord un investissement très important d'un point de vue financier, mais également qui va avoir besoin d'énergie. Qui va elle-même consommer de l'électricité. Exactement. Donc, il y a tout ce bénéfice coût
par rapport à la circularité que l'on recherche en réemployant cette énergie à regarder. Et force est de constater que la plupart des projets n'aboutissent pas. Mais c'est en train de changer. D'accord. Un dernier mot sur l'eau, parce que le système de refroidissement, vous dites en circuit fermé, ça veut dire que vous réussissez à minimiser la consommation d'eau de vos data centers? Alors rappelez-vous, il y a deux phases en fait dans cette histoire. Il y a la phase de capture, de collecte des calories qui là se fait en boucle, bien sûr en circuit fermé. Et donc le travail finalement d'un acteur comme nous est de maintenir la qualité de l'eau dans ces circuits pendant 15 ans, ces conditions physico-chimiques, etc. Et puis après, il y a la dissipation des calories avec l'air extérieur. Quand on va dissiper les calories avec l'air extérieur, pour justement gagner en efficacité énergétique, on va utiliser ce qu'on appelle du refroidissement évaporatif. Et c'est là qu'on va utiliser un peu d'eau en circuit ouvert. On va venir utiliser en fait l'évaporation de l'eau pour aller gagner en fait de l'efficacité énergétique. Et c'est là où notre filière utilise de l'eau. D'accord. Merci beaucoup Grégory Lebourg et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre débat. Peut-on calculer le coût, les conséquences de l'inaction climatique ?